La saison 4 est présentée par Groupe Humanova, engagé à transformer les parcours professionnels et les milieux de travail en plaçant la santé organisationnelle au cœur de chaque démarche. Maxime Paquette, bienvenue sur le RH Podcast. Merci, merci. Merci de t'être déplacé. Oui, Ben, avec grand plaisir. Merci de m'avoir invité. oui, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler quand même d'un sujet un petit peu plus technique, fait que c'est le fun d'avoir un professionnel du Chercheur sujet. aussi. Exactement, chercheur sur le sujet, fait que Ouais. tu sais, diagnostic organisationnel et tout ça. Mais avant d'embarquer dans ce sujet-là, moi puis Ève, on demande toujours à nos invités qu'est-ce qui les a amenés à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Fait que qu'est-ce qui, toi, t'a amené à être professeur, chercheur à l'université? Hey, c'est une bonne question. Ben, à la base, ce qui m'intéressait, c'est la psychologie, ben, comme vous autres aussi. Et puis, vraiment, ben, mieux comprendre l'humain, être là pour pouvoir aider les personnes à avancer. Fait que ça m'a amené au départ, en fait, comment dire? J'avais mes études au doctorat, puis moi, j'ai étudié à l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc un département où on avait un programme plus clinique, si on veut. Et puis, dès que j'ai sorti de l'université, j'ai été recruté, moi, par un groupe de consultants en psychologie organisationnelle. Donc, ben, c'est ça qui m'a amené davantage à utiliser mes compétences à la fois en faisant des statistiques, en utilisant de la psychométrie. Fait que je me suis vite embarqué dans des histoires de diagnostic organisationnel puis de mieux comprendre les milieux, mais aussi tous les aspects de développement de compétences. Fait que plutôt que m'en aller d'un côté plus clinique, ben je suis allé du côté organisationnel. Et puis, c'est comme si après, ben, pour répondre à la question, qu'est-ce qui m'amène à être professeur, chercheur, ben, j'ai toujours aussi aimé les aspects scientifiques, les aspects de transmission de connaissances, formation. Fait que ça a été assez naturel, là, dans le fond, pendant mon travail comme professionnel de recherche. Ben, je me suis mis à donner des charges de cours à l'université. Je participais à des projets de recherche aussi dans mon milieu de travail. Donc, ça a été naturel, là, je dirais. Là. Puis parce que nous, on a fait aussi nos études à Trois-Rivières, notre bac puis notre maîtrise. Tu sais, on sait qu'au bac en psychologie, il n'y avait pas de cours en PTO. Là. Je ne sais pas si toi, dans ton temps, je veux dire ça de même, c'était aussi Ouais, le il y en cas. avait. Il y en avait des Ouais. cours en Ouais, PTO? j'avais eu un cours de consultation, puis ben on avait voyons. un cours aussi Ah de ouais? psychologie du travail. Fait qu'ils Wow. ils l'ont enlevé, ça veut dire Ouais. qu'on est... OK, fait que c'est comme ça que tu as découvert un peu ta La passion psychologie pour la PTO? Ben, en fait, ben, en termes de parcours, c'est plus que moi, j'avais différents intérêts. Là. C'est sûr que j'avais testé des trucs en clinique, ça allait, mais c'est comme si c'est une opportunité qui est passée. OK. Puis, dans le fond, c'était un groupe au Centre universitaire de santé McGill qui était des praticiens et chercheurs. Et puis nous, ben, on travaillait dans le réseau de la santé, mais aussi on pouvait aller toucher à d'autres organisations publiques. Et puis, majoritairement, on faisait du diagnostic et puis du développement organisationnel par la suite. OK. Donc, ça a été, quand cette opportunité-là est passée, ce groupe-là cherchait une personne qui avait des forces, si on veut, sur le plan recherche, sur le plan scientifique, pour être capable de produire des nouveaux outils, mais aussi de les utiliser. Puis c'est là que j'ai commencé tout mon apprentissage, si on veut, là, en lien avec la psychologie du travail. OK. Mais moi, je trouve ça super intéressant Ouais. parce que justement, tu sais, en lien avec le diagnostic organisationnel, il y a quand même un côté, pas psychométrie, mais tu sais, sondage, puis Ouais. analyse de données, puis tout ça. Fait que tu sais, vraiment, comme tous ces intérêts-là sont venus comme merge ensemble, puis ça fait beaucoup de sens, là, mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis justement, pour les gens qui nous écoutent, qui connaîtraient pas les termes diagnostic organisationnel ou des gens qui auraient déjà entendu ça, qui auraient peut-être une curiosité, mais sans plus, tu sais, comment qu'on pourrait venir définir ça, le diagnostic organisationnel? Ben en fait, quand on veut émettre un diagnostic dans une organisation, c'est qu'il y a quelque chose qu'on cherche à mieux comprendre. Puis, il y a différents objets de diagnostic. Là, on peut vouloir, par exemple, comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a des difficultés en termes de performance. En termes de bien-être au travail, il y a peut-être aussi des choses qu'on veut mieux comprendre. Puis,
je devrais peut-être reculer un peu, c'est que généralement, quand on fait un diagnostic, c'est qu'il y a quelque chose qu'on souhaite, il y a une situation souhaitée qu'on n'atteint pas, il y a une problématique ou on a un projet qu'on veut atteindre, mais aussi on peut vouloir faire du diagnostic tout simplement, au lieu d'être en palliatif, comme je dirais, c'est plutôt en mode préventif, en se disant, ben on veut mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le milieu de travail pour ensuite se mettre en amélioration continue. Mais pour ça, évidemment, il faut avoir des ressources, il faut avoir du temps. Puis souvent, les gens nous consultent, les organisations nous consultent quand il y a une difficulté, puis il y a quelque chose qu'on va vouloir améliorer. Fait que, on disait, OK, dans le fond, tu me demandais c'est quoi le diagnostic ou... fait que concrètement, on cherche à mieux comprendre le milieu de travail, différentes dynamiques. Je pourrais donner des exemples. Là, oui. Dans le fond, on peut vouloir mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en termes de climat de travail. Puis quand on parle de climat de travail, ça peut être à la fois comment les gens perçoivent leurs tâches, perçoivent leur rôle, comment ça va du côté du leadership, les équipes, tous les ensembles de procédures organisationnelles. Donc, généralement, il y a des symptômes qui ressortent aussi. Des gens, par exemple, qui vont... tomber en épuisement, ça peut être aussi des conflits qu'on voit survenir, des problèmes d'efficacité, des problèmes d'absentéisme, peu importe. Fait que là, on nous amène, peu importe, en fait, c'est tout dépendamment de ce qui arrive. Bon, on nous demande, ça peut être quoi, par exemple, la cause de ces difficultés-là qui sont identifiées. Quand on fait un diagnostic aussi, c'est pas juste prendre les mesures. Tu sais, tantôt, tu parlais de sondage. Ça, c'est juste une partie de la patente. Là. Tu sais, au départ, quand on veut faire tout le processus de diagnostic, on rencontre le client, puis on va chercher c'est quoi l'objectif, dans le fond. Là. Fait qu'un problème qu'on veut régler, de l'amélioration continue, des fois aussi, on veut implanter des nouvelles pratiques. On veut juste connaître les conditions dans le milieu de travail pour être capable de faire une meilleure implantation. Fait que bref, il y a tout ça. Au départ, il faut aller identifier qu'est-ce qu'on veut aller mesurer. Ensuite, oui, on peut aller prendre des mesures, mais dans la procédure de diagnostic aussi, il y a des actions aussi qu'on va faire après. Parce que, puis c'est ça aussi que je trouve vraiment intéressant. Juste mesurer pour mesurer, aller, par exemple, faire des entrevues ou passer des sondages pour que ça meure ensuite sur une tablette, c'est pas intéressant. Fait que dans le processus de diagnostic organisationnel, il y a le développement organisationnel qui vient tout de suite après. Puis l'idée avec le diagnostic, c'est de se donner les meilleures assises possibles pour ensuite aller chercher là, des actions qui vont avoir de l'impact. Voilà. Moi, la question que je me posais, c'est... Parce que là, tu donnais beaucoup d'exemples au niveau plus... quand l'organisation va quand même pas très bien, fait que plus négatif, j'imagine qu'on peut faire aussi des diagnostics quand ça va bien, pour comme un peu aller... Absolument. En fait, dans le fond, ça pourrait être, on fait un diagnostic pour voir justement quelles sont les bonnes pratiques ou qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, tout roule bien dans l'organisation pour après ça, tu parlais de développement organisationnel, optimiser peut-être ces pratiques-là dans d'autres équipes ou dans d'autres, peut-être sur d'autres sites si l'entreprise a d'autres endroits où elle opère aussi, fait que peut-être dans ce contexte-là. Oui, c'est en plein ça, mais aussi, je me souviens d'une situation où on voulait implanter des nouveaux horaires. Fait que ça allait relativement bien pour ces intervenants-là. C'était en santé et services sociaux. On voulait voir, qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans leur journée? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Est-ce que justement de faire des horaires plus longs, par exemple des quarts de 12 heures, ce serait une bonne idée de le faire? Donc, on avait été, dans le fond, diagnostiquer différents processus, comment eux, ça fonctionnait, mais aussi des aspects de climat de travail, jusqu'à quel point les gens étaient engagés ou désengagés. Puis, il y avait une intention d'aller modifier les horaires. Puis, finalement, ça a été réalisé, mais il y a toutes sortes d'autres interventions qu'on a pu faire autour aussi. Là. Fait que bref, oui, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé aussi à un moment où les gens vont très bien, puis on veut mieux connaître, par exemple, les forces au travail des personnes pour être capable de les exploiter davantage. Mais aussi, là, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que quand, mettons, le climat va bien, ça va bien du côté leadership, des bons liens avec les gestionnaires, la performance est au rendez-vous, mais comment on fait pour maintenir ça? Ça peut être quoi nos leviers? Comment on peut aller encore plus loin? Comment on peut améliorer, par exemple, les rôles de chacun pour qu'il y ait encore plus d'engagement, que les gens restent? Fait que c'est de prendre le problème d'un autre sens. Est-ce que
est-ce qu'on fait suffisamment de diagnostics organisationnels dans les entreprises ou pas? T'sais, est-ce que c'est justement méconnu des organisations, puis les entreprises font peut-être pas la demande d'avoir ce service-là, mais est-ce qu'on bénéficierait d'en faire plus? Parce que est-ce que les entreprises auraient besoin de ça un peu plus? Ou... Est-ce que les organisations en auraient besoin de plus? Ben, je pense que la réponse va être quand même assez complexe. C'est pas tant tranché. Moi, je dirais, pourquoi faire des diagnostics ou prendre des ressources pour faire des diagnostics si on n'en a pas besoin? Ça, c'est la première chose. Puis comme je pense à peu près n'importe quoi en ressources humaines, le diagnostic n'est pas toujours la solution. Comme par exemple, des gestionnaires qui se disent, on a telle difficulté, par exemple, en lien avec la civilité, on va faire de la formation. Bien, la formation n'est pas toujours la solution non plus. Donc, ma réponse, ce serait ce que les organisations en bénéficieraient? Possiblement. Tout dépendamment de leurs objectifs. Puis, par contre, d'être capable de prendre des mesures périodiquement pour prendre le pouls de comment ça se passe dans l'organisation sur des variables ou sur des sujets d'intérêt qui tiennent à cœur. Là, par exemple, ça peut être une question de qualité. Ça peut être, comme je parlais tout à l'heure, de climat de travail. La santé au travail, c'est important. Donc, périodiquement, à tous les années, 2 années, peu importe, d'avoir soit des sondages, des enquêtes pour prendre le pouls. Il y en a de plus en plus qui font ça. Je pense notamment des organisations du secteur bancaire, la Banque nationale, entre autres, qui, à chaque semaine, il y a un sondage aux employés, des questions ouvertes pour aller prendre le pouls. Mais si on a les capacités, les ressources aussi de le faire, oui, je pense que ça peut être très sain. D'un autre côté, pour des très petites entreprises où les liens humains vont bien, on est capable d'aller chercher l'information assez simplement, peut-être moins intéressant aussi. OK. Fait que dans le fond, un diagnostic, ça peut pas être juste une fois, mais ça peut également être plusieurs fois. Tu sais, comme avec la Banque nationale, il y a des sondages quand même. Fait que ça peut être... Dans quelles circonstances, exemple, une entreprise va décider de faire un diagnostic seulement une seule fois, puis l'autre entreprise va comme décider d'avoir des sondages à chaque 2 semaines. Tu sais, c'est quoi les... Pourquoi... Les paramètres qui font pourquoi moi, je déciderais de faire juste une fois un diagnostic, puis le reste du temps... Bien, c'est sûr que si on prend, mettons, des exemples, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le réseau de la santé. Dans les organisations publiques, il y a les procédures d'agrément. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça me dit quelque chose, le mot, mais... Moi, je connais pas ça, peut-être. Pour, par exemple, avoir le droit de rester en service. Un hôpital, une organisation de santé, ben, il faut s'assurer le plus possible que les services sont conformes, qu'on respecte les normes scientifiques, etc. Donc, il y a des organismes régulateurs qui vont demander aux organisations d'aller faire un agrément. C'est vraiment d'aller examiner l'ensemble des processus qu'il y a dans l'organisation. Fait que, sans vouloir être trop compliqué, là, l'idée derrière ça, c'est que c'est une loi, c'est prescrit. À ce moment-là, on veut s'y conformer. L'agrément n'est peut-être pas un bon exemple parce que c'est fait périodiquement. Mais par exemple, on pourrait avoir une organisation où des employés se sont plaints, par exemple, de harcèlement, mais là, il peut y avoir une injonction où on peut avoir envie d'aller investiguer à ce moment-là. Puis ça, c'est quelque chose qui va être plus ponctuel. Mais si on est en amélioration continue, comme là, tu me disais à toutes les 2 semaines, c'est parce que notre objectif, c'est vraiment de connaître comment ça se passe humainement avec nos employés. On veut être là aussi pour qu'ils soient bien. Avec les ressources disponibles pour faire ça, pourquoi pas? Avec les techniques qu'on a maintenant aussi, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des données. Chacun a un cellulaire dans ses mains. Donc, précédemment, aller faire des sondages, c'était compliqué. Il fallait aller saisir les données. Il fallait faire ça papier-crayon. On n'est vraiment plus là. Puis non seulement que là, on est rendu beaucoup plus loin que l'Internet, là, avec, comme je vous disais, les téléphones, ça va vite. Même qu'avec l'intelligence artificielle, on peut beaucoup plus facilement analyser les données qualitatives maintenant. Fait que le fait qu'on pouvait dire avant, c'est compliqué, ça demande beaucoup, c'est beaucoup plus facile maintenant, beaucoup plus accessible, exactement. Oui, absolument. Puis, disons qu'on prend une organisation qui aurait un problème ou une situation à gérer.
ça ressemble à quoi ce processus-là de diagnostic? Tu sais, par où qu'on commence? Comment qu'on intègre les gens? On parlait justement de comme psychométrie un peu au début. À quel moment est-ce qu'on va venir sonder? De quelle manière on va sonder? C'est beaucoup de questions, mais je serais curieuse qu'on fasse peut-être un genre de timeline de ça ressemble à quoi ce processus-là de diagnostic? 100%. Ouais. Ben, au départ, la première étape, ça reste l'entrée qu'on appelle, où, ben, toi, par exemple, dans ton organisation, il y a une réponse que tu veux avoir, là, comme je disais tout à l'heure. Ouais. On peut avoir des idées, on veut du bien-être au travail, on veut de la performance, il y a des processus qui ne fonctionnent pas bien, on a des problèmes de qualité, peu importe. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Fait que là, ben, on nous contacte ou on me contacte, puis on me dit, bon, ben, j'aimerais ça en savoir plus. C'est à ce moment-là aussi qu'il faut déterminer avec l'organisation, ben, ça va être quoi les règles du jeu. Fait qu'il y a beaucoup de choses à faire pendant cette entrée-là. Donc, quelle méthode on va utiliser? OK. C'est quoi les ressources qui sont disponibles? À qui on va parler? Donc, On fait combien comme de un plan. personnes? Ouais. C'est ça, c'est là qu'on fait le OK. plan de match. Puis OK. c'est là qu'on va faire une entente de service. OK. Mais dans ce plan de match-là aussi, il y a toutes sortes de choses qu'il faut qu'on aille vérifier avec le client, justement, jusqu'à quel point tu es prêt à aller fouiller. Y a-t-il des résultats que tu veux entendre, que tu ne veux pas entendre? Tu sais, si, par exemple, tu réalises que y a certains de tes gestionnaires qui ne vont pas bien, tu te rends compte jusqu'à quel point les gens veulent quitter, mais pourquoi? Donc, tu vas faire quoi avec certains résultats qui vont être plus confrontants? C'est ça, j'allais dire, ça va être Ouais. extrêmement confrontant pour les, tu sais, pour autant peut-être les professionnels des ressources humaines, les gestionnaires ou comme les gens qui sont, c'est ça, qui se mettent peut-être un peu plus la tête dans le sable ou comme, ouais. Mais en même temps, c'est à ce moment-là aussi qu'on vérifie les ressources. Ouais. Donc, ce qu'on va découvrir, ben, est-ce que tu as l'argent, les ressources pour ensuite être capable de l'adresser? Si jamais on découvre des personnes qui sont plus en détresse, par exemple, ben, ça va être quoi nos procédures pour aller les aider? Donc ça reste quand même très important. Il y a aussi qui on veut impliquer, parce que parfois, ben pas parfois, la plupart du temps, dans les organisations, les gens ne sont pas tous d'accord. Ouais. Il y a des groupes d'intérêt. Ça peut être, par exemple, l'opinion des syndicats versus l'opinion du côté des gestionnaires. Donc, comment on va aller rallier les différents acteurs? Il y a le principe aussi de comment on va communiquer les résultats. Parce que ça, c'est une chose qui est problématique en diagnostic, c'est que tu vas questionner les gens, puis après, tu leur donnes pas de nouvelles sur qu'est-ce qu'on a trouvé, etc. Ça peut créer du cynisme. En anglais, on appelle ça « survey fatigue », fait qu'on ne veut pas ça non plus. Donc, comment aussi on va impliquer les personnes qui sont consultées ensuite pour mettre de l'avant les priorités d'amélioration qu'on va avoir. Fait que ça se détermine vraiment tout au début. OK. Puis en te faisant ce récit-là, je t'ai pas mal donné les étapes. Ouais. Tu sais, Ouais. fait que... On pourrait les décortiquer un peu plus, là, Mais si on les redécortique, ben oui, à l'entrée, on détermine tout ce qu'on veut faire. Ensuite, ben on va sélectionner nos méthodes, nos outils. Tu parlais de psychométrie, ben si on fait des sondages, ben on va utiliser des instruments qui sont validés. Ouais. Ensuite de ça, on peut aussi aller, si on fait des entrevues, des groupes focus, mais on a nos grilles qualitatives. Fait qu'on va choisir nos méthodes, puis ensuite, on va aller les exécuter. Comment qu'on choisit nos méthodes? Tu sais, comment qu'on va choisir, par exemple, un sondage qui est plus quantitatif versus des groupes de discussion qui sont plus qualitatifs? Y a-t-il des critères ou des choses, tu sais, une taille d'organisation ou quelque chose qui fait en sorte que, OK, pour tel type de diagnostic, on y va avec telle méthode et... Ouais. Bien, ça, c'est une question en soi, puis il restait des étapes en termes de tu sais, les étapes du diagnostic, mais j'y reviendrai. Comment on fait pour choisir? Bien, tout dépendamment de ce qu'on nous demande, parce que c'est sûr que là, nous, à l'université, mais aussi dans la pratique, ben le but, c'est de se tenir à l'affût des outils qui existent. Donc, tu sais, par exemple, si une organisation arrive puis dit « Bon, ben chez nous, les gens n'ont pas de l'air bien. Il y a beaucoup de gens qui partent en maladie, qui sont fatigués. On se demande qu'est-ce qui se passe. On n'est pas certain. » Ben à ce moment-là, c'est à moi de penser, avec le client, évidemment, ben ce serait quoi les variables, les instruments qu'on pourrait aller utiliser dans cette problématique-là? Fait que, par exemple, tu sais, avec ce que je viens de dire là, ben, est-ce qu'on a des problèmes du côté du climat de travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe du côté de l'engagement, par exemple, ou de la satisfaction au travail? Ben tout ça,
ben, il y a des instruments que je connais, que je peux utiliser. Mhm. Puis dépendamment de cet instrument-là, ça va nous donner X ou Y pistes d'intervention. Ouais. En fonction de ce que le client va me dire, ben, si je connais déjà un instrument qui est validé, qui est utilisable, ben là, je vais pouvoir penser à sondage. Mhm. Sondage aussi, c'est intéressant quand on a beaucoup de personnes à aller investiguer. Si on se retrouve, par exemple, dans une entreprise, il y a 5000 personnes, Ouais. ben, ça va être difficile de faire 5000 entrevues. Mais quand même, Mhm. je parlais de l'intérêt des sondages pour aller chercher les opinions de beaucoup de personnes, oui, mais un sondage, ça ne va pas nous donner toute la couleur de ce qui est en train de se passer. Si Ouais. par exemple, avec mon instrument, j'arrive à déterminer que les gens sont relativement désengagés Mhm. ou ils travaillent par obligation, ben moi, je peux aller leur demander. Ensuite, on peut aller faire un échantillonnage, aller sélectionner différentes personnes puis aller approfondir en entrevue. Fait que, qu'est-ce qu'on veut faire? Tout dépend. Aussi, tantôt, je parlais de problèmes de performance, mais à ce moment-là, c'est peut-être une observation qui peut être intéressante. Ou si on a des plaintes, par exemple, de la clientèle, comme quoi que les gens ne sont pas cordiaux ou les employés, quelque chose qui ne fonctionne pas, ben oui, on pourrait utiliser des entrevues, mais Mhm. aussi des observations. Fait qu'il y a plusieurs, dépendamment du sujet, ben, il va falloir adapter nos méthodes, puis surtout en prendre plusieurs aussi pour être capable d'aller chercher différentes facettes. Mais Là. c'est ça, dans le fond, les meilleures pratiques, c'est-tu de faire comme, de prendre plusieurs outils de mesure, si je peux dire ça comme ça, ou... Ben, moi, je dirais qu'idéalement, Ouais. oui. Ouais, ouais. Parce que ça nous permet, ben, dans le jargon, on appelle ça une triangulation, Ouais, mais ouais. quand on Mhm. veut aller bien comprendre un phénomène, Mhm. comme je vous disais, c'est sûr qu'avec des sondages, le plus précis soit-il, Mhm. ça va nous donner des réponses chiffrées où Mhm. on va avoir des énoncés, des questions qui Mhm. vont nous aider à comprendre la problématique, mais il n'y a rien de mieux quand même que de demander à des personnes de s'exprimer sur un sujet pour aller chercher une plus grande couleur. Tu sais, si par Mhm. exemple on détecte que les gens sont insatisfaits de la manière qu'ils sont supervisés, ben OK, fair enough, mais Mhm. qu'est-ce que le gestionnaire fait exactement Mhm. pour insatisfaire? Bien, ça, on va peut-être aller le chercher davantage avec des entrevues, puis tout ça est complémentaire. OK. Fait que, Mhm. ben voilà, ça nous permet d'aller chercher une meilleure couleur. Puis ça peut être le contraire aussi. Ouais. On commence avec quelques entrevues. Là, ça nous permet de mieux comprendre la problématique, que Mhm. parfois, là, les dirigeants, ils n'en ont pas 100 Et après, on sélectionne des meilleurs instruments qu'on peut utiliser en sondage. Fait que OK. le rythme ou la porte d'entrée, ça dépend vraiment de ce qui arrive. Là. Puis j'ai une question quand même plus recherche, là, dans le fond. Tu sais, par rapport à des questionnaires, tu sais, Mhm. dans les organisations, je connais beaucoup d'entreprises qui utilisent des questionnaires, puisqu'on parle beaucoup de questionnaires validés, fidèles. Mhm. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui ferait en sorte qu'une organisation va utiliser un questionnaire qui est peut-être plus connu sur la sphère publique, mais qui est peut-être moins, qui a peut-être eu moins de recherche par rapport à ce questionnaire-là, tu sais. Ouais. Comment toi, tu perçois ça, tu vois ça, cette question-là de science en arrière des questionnaires? Ben, il y a plusieurs éléments de réponse. Hein. Puis c'est sûr que moi, de mon côté, comme psychologue, ce qu'on me dit, c'est Mhm. que va utiliser des instruments qui ont des preuves scientifiques, puis il y a Mhm. des avantages derrière ça. Juste un mini background derrière ça, parce que tu parlais de validité ou de Mhm. fidélité. Mhm. Ben, la fidélité, en gros, c'est que si j'utilise un instrument à plusieurs reprises ou avec des groupes qui sont similaires, je vais obtenir des résultats qui sont constants. Fait que ça, c'est intéressant. Tu sais, d'être Mhm. capable d'avoir une mesure qui va nous donner des résultats qui sont fiables, justement. Mhm. Puis avec la validité, ben, c'est qu'on va mesurer la bonne chose. Donc, on a un consensus scientifique ou professionnel que quand on mesure ça, ben, on obtient des résultats intéressants. Fait que moi, je pars de l'idée que s'il existe un instrument qu'on a des preuves de ce côté-là versus un qui n'en a pas, Mhm. ben, pourquoi je prendrais celui qui n'en a pas? OK. C'est ça le principe. OK. Mhm. Après, ben, pour des nouveaux sujets, par exemple, là, quand on est arrivé il y a quelques années à faire beaucoup plus de travail à la maison, Mhm. euh, ben, des questionnaires sur le télétravail, ben, il y en existait, mais pas tant que ça. Ouais. Fait que là, ben, d'en utiliser un qui est émergent, puis là, on commence à accumuler davantage de preuves, ben, on peut faire ça aussi. Fait que OK. donc, tu sais, première réponse, mais si il n'en existe pas vraiment d'instrument encore sur un sujet, ben, il faut bien le créer. Fait que ça, Ouais. c'est correct. Mhm. Mais après, pour un questionnaire qui est plus populaire, ça peut vraiment être délicat. Là. Tu sais, Mhm. par exemple, certains inventaires de personnalité Mhm. ou dans les milieux de travail, des fameux questionnaires sur des forces.
les forces au travail, ben, il y en a qu'on sait qui ont des preuves scientifiques. Success, StrengthsFinder de ce monde. Ben, moi, je me dis, ben, je vais aller le chercher, je vais aller le prendre parce qu'on a des preuves de ce côté-là. Puis, pourquoi on les utiliserait? Ben, c'est pas tout le monde qui souhaite suivre la science. Ouais. Il y a des gens aussi qui ne savent juste pas. Malheureusement aussi, il peut y avoir des intérêts commerciaux. Ouais. Fait que ça, c'est des choses aussi à tenir en compte. Oui, c'est des bons points. Oui, exact. J'ai une autre question, mais avant de poursuivre vers mon autre idée, j'aimerais ça te laisser finir pour les étapes où ce que je t'avais arrêté par rapport à la méthode, mais ouais. Ben écoute, ce qui restait, c'est que un coup que tu as choisi tes instruments, que tu as été les exécuter, ben, il y a toute la phase d'analyse. Ça, ben, c'est sûr que c'est l'autre aspect quand tu me demandais au début, mais qu'est-ce qui peut empêcher des organisations de faire un diagnostic? Ben, ça prend quand même certaines compétences. Parce que, dans le fond, quand tu vas passer des sondages, ben, il y a aussi des statistiques que tu vas pouvoir utiliser. Les stats descriptives, c'est assez simple. Tu aller faire des moyennes, etc. Presque tout le monde est capable de faire ça. Mais quand, par exemple, on veut prédire c'est quoi, par exemple, les variables qui vont le plus impacter mes ventes, là, on va utiliser des statistiques un petit peu plus sophistiquées, des statistiques prédictives. Donc, ça prend des compétences. Puis aussi, mais en termes d'entrevue, quand on fait affaire avec des professionnels, il y a une forme d'analyse. Les analyses qualitatives, c'est pas seulement de lire qu'est-ce qu'on a dans les entrevues puis juste choisir ce qui nous fait plaisir. Puis ça, malheureusement, on peut le retrouver aussi. J'y pensais pas au début aussi, mais qu'est-ce qui peut empêcher des organisations de faire des diagnostics? Ça pourrait être des mauvaises expériences aussi. Beaucoup d'argent qui aurait pu être dépensé, puis après ça, pour peu de résultats. Ben, c'est l'autre intérêt d'utiliser des outils qui sont valides, fidèles. Ben, on a quand même plus de chances d'avoir des bons résultats. C'est ça l'idée. Absolument. Puis pour finir, ben, après toutes les analyses, ben, il y a la phase ensuite où ben, il faut aller donner la rétroaction à l'organisation. Fait qu'il y a une partie que c'est de la transmission d'informations, mais il faut vulgariser aussi. Mais à un autre niveau, il faut être capable ensuite d'aller engager. Il y a l'appropriation. Donc, les meilleurs outils utilisés de la meilleure façon, c'est sûr que le message peut être difficile à recevoir. Puis pour le transformer en action, ben, il faut que les gens dans l'organisation se l'approprient puis y croient aussi. Puis la dernière partie, ben, c'est justement les actions, le développement organisationnel. Puis, je disais la dernière, après tout ça, si on veut, il peut y avoir un suivi aussi. Tu demandais tantôt, Ève, est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois? Bien, c'est sûr que, par exemple, moi, ça m'est arrivé souvent d'arriver des mesures de climat de travail. Il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien. Pendant une année, on met des actions en place, puis ensuite, on reprend des mesures pour voir comment ça a bougé. Ça arrive très fréquemment aussi. Oui, c'est intéressant. Ma question que j'avais pour toi, c'est, puis je sais qu'on avait des questions un peu en lien avec ça aussi au préalable, mais à quel point le psychologue organisationnel est son propre outil de travail? Tu sais, au début, tu parlais de, on arrive, on fait, tu sais, on fait notre plan et tout ça, mais est-ce que le psychologue organisationnel a aussi un rôle à jouer dans l'alliance qu'il peut créer justement avec les employés et tout ça pour faciliter ce processus-là de diagnostic organisationnel, puis dans la transmission, puis la proposition justement de mise en place de choses à faire et tout ça. Puis je sais qu'on a des questions aussi en lien avec les biais qu'on peut avoir en tant qu'humain finalement. Fait à quel point justement c'est ça, le psychologue et son propre outil de travail? Bien, c'est sûr qu'en posant ta question, tu as donné vraiment un gros élément de réponse super important. Je pense que l'alliance qu'on peut créer pour nos collègues cliniciens, il y a l'alliance thérapeutique. Tu sais, quand on fait confiance à la personne qui nous offre un traitement, ben déjà là, ça nous met dans des bonnes dispositions, ça nous aide à avancer. Ben, c'est la même chose en organisation, sauf que l'alliance, c'est plus de travail plutôt que de thérapeutique. Mais je pense que c'est ça, de prendre le temps d'écouter, prendre le temps aussi d'être avec la personne, de vouloir l'accompagner, d'aller chercher les objectifs des
personnes avec qui qu'on a devant nous, ben ça, c'est important. Il y a tous les aspects aussi de consentement qu'on va chercher de cette manière-là, à savoir dans quoi on s'embarque. Ouais. Comme je vous disais tout à l'heure, ben, en diagnostic, le but, c'est d'améliorer la situation, mais en cours de route, il y a des choses qui peuvent être difficiles à prendre, qui peuvent être des mauvaises nouvelles qu'on peut aller mettre de l'avant. Donc, ça reste très important là, de le considérer. Fait que l'alliance, tout à fait. Puis oui, les biais, c'est quelque chose qu'on parle peut-être pas assez quand on veut... quand on enseigne des aspects diagnostiques, je pense que c'est important de se rappeler que une des raisons pourquoi on fait un diagnostic, c'est qu'on ne veut pas 100% se fier sur notre intuition. Parce que c'est sûr que quand on parle à des gestionnaires, des dirigeants, ils ont une idée généralement de elle est où exactement la source du problème. Ouais. Mais comme dans n'importe quoi, avec l'intuition, ça se peut qu'on se trompe, qu'on manque de précision. Fait que oui, dans le fond, tous les biais qu'on peut avoir, les biais cognitifs, c'est quelque chose que je pense que c'est très important comme professionnel de se rendre compte que ça existe, d'aller les approfondir un peu, puis de chercher à justement à les réduire ou minimiser leur impact. Ouais. Puis comment on fait ça, dans le fond, pour... Bien, tu sais, en fait, je pourrais peut-être donner des exemples de biais, ou je ne sais pas Oui, si vous absolument. en connaissez, vous autres, des biais sur lesquels on peut tomber. De confirmation, Ouais. tu sais, les biais genre qui sont un peu plus... qu'on parle, là, tu sais, qu'on a parlé, en tout cas, sur des épisodes de podcast, là, mais ouais. Oui, bien c'est ça, mais c'est que dans le fond, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, comme par exemple des biais plus sociaux, comme les chambres à écho, ou les biais où on va favoriser les gens qui nous ressemblent. Ouais. Il y a les biais relatifs aux tailles d'échantillons aussi. Donc, si on entend un même message à plusieurs reprises, bien, on va avoir plus tendance à croire que c'est vrai, ou les premières choses qu'on entend, on pourrait s'en contenter. Ouais. Donc, tu sais, 10 personnes qui nous disent quelque chose dans une organisation de 1000 personnes, est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Donc, le biais de confirmation, comme tu as mentionné. Fait que bref, ça, c'est tout un univers. Mais pour être capable de réduire leur impact, différentes stratégies qu'on peut avoir. Il y a des stratégies motivationnelles, comme par exemple le fait de faire partie d'un autre professionnel, de chercher à avoir des standards scientifiques, d'avoir des gens qui nous vérifient, ça nous encourage à être plus rigoureux. Mais aussi, il peut y avoir des stratégies qui sont plus cognitives. Donc, tu sais, des interjuges, avoir des collègues, la supervision, des méthodes aussi pour se poser des questions. Qu'est-ce qui se passerait si c'était le contraire, bon, etc. Il y en a différentes comme ça. Puis il y a des méthodes technologiques aussi, les statistiques, les outils validés, les aides à la décision. Donc, quand on prend plusieurs de ces méthodes-là, ben, ça nous permet, on espère, là, d'avoir un diagnostic davantage rigoureux. Juste d'en être conscient, ça, c'est déjà une chose. Mais tu sais, exemple, là, tu te passes des entrevues, puis je sais pas, ça fait peut-être 10 personnes que tu rencontres de manière individuelle, puis qui te disent toutes pas mal la même chose. Est-ce que là, tu t'arrêtes ou tu continues à aller voir s'il y a d'autres gens qui pourraient dire des éléments différents? Bien, ce que je te dirais ici, c'est qu'avant même d'avoir fait mes entrevues, c'est important d'aller faire une forme d'échantillonnage, dans le fond. Je te parlais tantôt de la chambre d'écho, où quand on va aller favoriser des personnes d'un même groupe, bien, ces 10 personnes-là, est-ce qu'ils sont du même groupe? Est-ce que c'est, par exemple, des gens de même genre, de même âge, de même catégorie d'emploi? Est-ce qu'ils ont des intérêts communs? Donc, est-ce que j'ai eu des gestionnaires, des employés syndiqués, pas syndiqués? Fait que bref, je pense qu'avant même de commencer, que ce soit avec des sondages ou des entrevues, il faut penser à ces éléments-là, aller chercher un bon échantillon. Si aussi l'échantillon est assez gros pour la taille de l'organisation. Fait que, mettons que oui, puis là, ben, j'ai été chercher des personnes variées, j'entends 10 fois la même affaire, ben, ça se peut que j'arrête si c'est suffisant pour la taille de l'organisation. Sinon, je vais quand même me poser des questions. Il y a aussi, tu sais, le processus, il est itératif. Là, on peut faire une partie d'entrevue, on retourne avec le client, on se réoriente. Fait que, oui, ça se peut. Puis j'avais une autre question pour rester dans le sujet, parce que tantôt, on parlait, d'alliance thérapeutique, mais on parlait également, tu as mentionné l'aspect de confidentialité. Tu sais, étant bientôt dans l'ordre des psychologues et toi, tu l'es, c'est très important pour nous, ce concept-là. Mais dans un diagnostic organisationnel, quand tu as un client, puis tu dois quand même venir partager des résultats et tout ça, c'est ça, vulgariser les résultats. Comment tu fais pour savoir quoi divulguer, quoi ne pas divulguer comme résultat? Ou comment? Ou comment, comment parce que nous, on a nos théories en tête, mais
tu vas pas nommer la théorie, tu sais, qui vient appuyer finalement tes résultats, tu sais, au client. Tu vas plus comme le vulgariser, tu sais, j'imagine. Mais ouais, au niveau de peut-être la confidentialité, tu sais, comment choisir... Ben, ouais. les règles du jeu, ils s'établissent encore là avant de commencer. Tu sais, c'est que quand tu vas, par exemple, faire des sondages, ben, les gens vont répondre aux différentes questions, puis toi, on appelle ça une agrégation. Là, on va aller chercher ben, les scores de l'ensemble des personnes qui ont répondu, que ce soit des moyennes, des fréquences ou quoi que ce soit. Fait que si on dit, par exemple, je ne sais pas, moi, sur une échelle de 1 à 5, je suis fier de faire partie de mon équipe, ben on va avoir un score pour l'ensemble des répondants. Fait qu'encore là, la réponse brute d'une personne, toi, par exemple, Ève, t'as répondu 1 sur 5, t'es pas bien dans l'organisation, ben ça, c'est quelque chose qu'on fera pas. On va pas aller donner des résultats individuels. Fait que déjà, d'avoir des résultats groupés, ça peut être intéressant. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est quand une des raisons pourquoi on ne prendrait pas un sondage auprès d'un très petit groupe où ça va être facile d'identifier les personnes. Tu sais, vous êtes 5 dans une organisation, puis là, ben, ensuite, on va arriver avec des messages qui sont plus délicats. Ben, est-ce que les personnes veulent être reconnues? Fait que ça, à la base, c'est très possible de faire un sondage ou des entrevues avec un petit groupe, mais on va les avertir de, regardez, là, en fonction de vos réponses, ben, vos dirigeants, vos gestionnaires vont être au courant de c'est quoi vos réponses. Fait que dans les grandes organisations, c'est plus facile de maintenir une certaine confidentialité. Mais avec des plus petits groupes, c'est plus difficile. Mais là, c'est là qu'il faut aller dire aux personnes, ben voici la conséquence de donner des réponses. Ben on va être au courant de ce que tu as répondu. Mais il y a des gens qui vont souhaiter le faire là, quand même. Là. Fait que ça, c'est le consentement qui est éclairé. Oui, absolument. Je reste un peu dans cet aspect-là de résultat, puis un peu en lien avec ta question aussi, puis la branche que j'amenais. Mais comment qu'on fait justement pour vulgariser ou communiquer des résultats qui sont pas tellement positifs, mettons, à des gestionnaires ou à des dirigeants et tout ça? Ça doit demander quand même une certaine délicatesse ou du moins, tu sais, je sais pas, une douceur quand même, parce que des fois, c'est ça, c'est confrontant ou des fois, c'est peut-être quelque chose qui est surprenant peut-être aussi pour les dirigeants. Fait que comment qu'on fait ça? Ben c'est sûr qu'il y a différents niveaux, j'imagine, là, de résultats délicats. Moi, ma manière de faire, ça a toujours été d'aller droit au but. C'est-à-dire que c'est pas respectueux, je pense, pour les personnes là, de ne pas donner le message direct. C'est clair aussi que si, par exemple, on est avec des problèmes d'épuisement, d'engagement, des aspects davantage violents dans le milieu de travail, ben c'est de prendre le temps de bien le faire aussi. Là. Fait que je pense qu'à ce moment-là, quand les nouvelles sont vraiment plus difficiles, ben faut s'assurer qu'on a le soutien disponible pour la personne autour. Là. Tu sais, par exemple, des gestionnaires avec qui ça va vraiment pas bien dans leur équipe pouvaient s'en douter, mais là, voient à quel point leur équipe souffre, par exemple, ben il faut prendre assez de temps pour être avec la personne. Donc, faire ça en 15 minutes, là, autour, entre 2 rendez-vous, c'est vraiment pas une bonne idée. Il y a des choses aussi sur le plan professionnel, jamais envoyer de résultats de quoi que ce soit, par exemple par courriel. Lis ça, puis on va se reparler par la suite. Mais ça aussi, c'est quand même vraiment important. Là, même quand les résultats sont bons, je pense qu'il faut contribuer ou s'assurer à ce que la personne ait bien compris le message. Là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement, ces résultats-là? Tu sais, par exemple, je ne sais pas, moi, sur une organisation de 10 000 personnes, si on se retrouve avec 100 personnes qui sont épuisées, c'est pas le fun, mais c'est quand même une petite proportion. Mais certaines, en regardant ça rapidement, des chiffres dans un rapport, ah non, mes employés sont tous épuisés, la personne pourrait mal comprendre un peu. Fait qu'il y a ça. Puis aussi, mais pour certains messages très difficiles, moi, je m'assure avant là, de voir est-ce que, par exemple, la personne pourrait rencontrer une personne psychologue, est-ce qu'il y a des ressources, par exemple, un programme d'aide aux employés, surtout si c'est difficile. Fait que bref, je m'organise pour que tout ça soit là. Ensuite, c'est de prendre vraiment le temps, répondre aux questions de la personne, lui offrir du soutien aussi. Fait que voilà, ça fait partie de notre travail quand même comme psychologue de prendre soin de la personne. Ben oui, absolument. Mais j'ai une question, mais peut-être que ça va changer
de catégories de questions qu'on parlait. Parce que là, on parle beaucoup en tant que consultant, tu sais, quand tu arrives à l'externe pour une entreprise, les professionnels RH qui sont à l'interne, qui doivent effectuer un diagnostic organisationnel, est-ce qu'il y a des différences dans le processus que tu as mentionné, puis comment naviguer dans tout ça? Parce que je veux dire, t'es quand même ton employeur, c'est la personne pour laquelle tu fais ton diagnostic. Fait que, moi, y a-t-il des différences là-dedans? Puis Bien, c'est clair qu'il y a des différences. Ouais. Puis ça, sur le plan éthique, il faut vraiment y penser. Tu sais, dans des très grosses organisations, comme je vous parlais tout à l'heure quand je travaillais pour le Centre universitaire de santé McGill, le CUSM, bien, c'est tellement grand. Si toi, tu es rattaché aux ressources humaines ou à la direction générale, tu t'en vas dans X, Y, Z, unité administrative, les gens ne te connaissent pas vraiment. Fait que oui, tu es à l'interne, mais quand même, comment dire... Tu peux garder une certaine indépendance. Ouais. Mais ce qui est moins évident à l'interne, c'est sûr quand, par exemple, tu connais des gens puis tu as besoin d'aller faire des entrevues. Ça peut être aussi ton patron qui a des... Mais ça peut être des fois, justement, tu sais, bon, ton patron te demande de faire un diagnostic organisationnel, puis là, tu le fais, mais tu sais, mettons, si les employés sont cyniques ou si... ils portent plus ou moins dans leur cœur, mettons, le PDG et tout ça. T'sais, ça peut-tu toi nuire à ta crédibilité ou à ton recrutement si les gens ont l'impression que tu le fais pour faire plaisir ou pour... C'est comme si tu as un double rôle, genre. Ouais, mais comment on appelle ça? C'est un conflit d'intérêts. Oui, bien c'est ça. C'est un très bon point. Il faut faire attention au conflit d'intérêts à l'interne, mais tu sais... C'est sûr qu'à l'interne, si ton patron te demande de faire un diagnostic, tu es dans l'équipe RH, ça va être plus difficile si, par exemple, il y a un instrument que tu ne voudrais pas utiliser. On parlait tout à l'heure, mettons, d'un questionnaire qui est plus ou moins bon, ton patron te demande de l'utiliser, puis toi, tu n'es pas trop d'accord avec ça, c'est plus difficile. Après, si, justement, toi, tu penses que le diagnostic n'est peut-être pas une bonne idée pour l'instant, il y aurait peut-être d'autres choses à faire, par exemple, avec l'équipe gestion de conflit, peu importe, ça peut être difficile, tu sais, de refuser ça aussi à ton patron. Fait qu'il faut quand même... Se positionner au plan éthique très bien, là, si on veut être capable de le faire à l'interne. Il y a aussi qu'il y a différents sujets qu'à l'interne, on est peut-être mieux de ne pas aborder. C'est justement là, dans des histoires d'harcèlement ou des conflits qui sont quand même, qui ont beaucoup évolué. Ça peut être notre rôle de recommander à notre employeur d'aller à l'externe pour certains point diagnostic. Puis pour d'autres, quand on est en amélioration continue, les choses vont relativement bien, mais pourquoi pas? Ou des éléments de diagnostic, ça peut être de prendre des mesures, par exemple, pour voir est-ce que des formations ont fonctionné. Ça peut être une manière d'utiliser nos mesures, puis pourquoi pas? Puis dans des situations où que ton patron te demande d'utiliser un questionnaire ou un outil que toi, tu sais qui n'est pas validé, pas fidèle, comment t'abordes ça avec ton patron? Est-ce que tu es comme dans une posture de t'es obligé parce que c'est ton employeur ou... Écoute, ça, c'est des choses qui me sont arrivées dans le passé. Puis je pense que j'ai été chanceux. J'ai eu toujours des bonnes relations là, avec mes patrons, mes supérieurs. Puis l'affaire, c'est que généralement, comme psychologue du travail ou comme conseiller en ressources humaines, nos patrons nous font confiance puis ils nous demandent quel instrument tu voudrais utiliser. Moi, j'étais plus dans ces situations-là. Après, oui, ça m'est déjà arrivé de devoir refuser d'utiliser un questionnaire ou un instrument. Mais étant donné que je travaillais de manière positive généralement, j'amenais des solutions. Si je proposais des instruments ou quoi que ce soit, la journée que je disais à mon patron, écoute, là, ça, je suis vraiment pas certain, j'avais de l'écoute parce que je n'étais pas en opposition 3/4 du temps. Aussi, je pense que la chose à faire, si on a un doute par rapport à une méthode, c'est de proposer une alternative parce que c'est sûr de juste dire non, puis je ne le ferai pas. Oui, ça peut arriver là, que l'instrument ne soit pas très bon. Le patron me dit « Ah bon, je ne savais pas, c'est correct. » Prenons celui que tu me suggères alternativement. Fait que, bref, quand même pas évident, mais là aussi, ce qui peut aider, du moins de mon côté, c'est de dire aussi, moi, j'ai certains standards professionnels. L'ordre me demande d'utiliser des méthodes scientifiques, d'utiliser des outils validés. Ce que tu me demandes de faire, c'est aller à l'encontre de ça. Fait que je vais devoir refuser. Ça vient avec le fait que tu as engagé une personne psychologue. Non, mais ça, c'est intéressant. C'est comme vraiment des bonnes manières de l'amener ou d'appuyer finalement
Vraiment. la science ou l'éthique de ce qu'on veut faire, là, finalement. Ouais, Fait que, vraiment. C'est ça, mais en même temps, je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'amener l'alternative. Ouais. Là, de dire, moi, je veux vraiment qu'on la règle, la situation. Ouais. Ouais. Fait que, est-ce qu'on peut trouver une autre chose? Ben, pourquoi pas? Oui, exact. Puis j'ai lu une question ici que je trouvais quand même intéressante. Est-ce que il y a des situations où un diagnostic organisationnel peut faire plus de tort que de bien? Oui, ben, je pense que oui. Puis il faut faire attention dans la manière qu'on va utiliser des outils. Fait que, par exemple, c'est quelque chose que j'avais vu ça dans le passé. On peut créer des attentes. Je vais y aller de deux manières, là, dans le fond. Tu sais, si on arrive avec, je parlais tantôt de questionnaire de climat de travail que j'ai beaucoup utilisé dans ma carrière, puis les personnes lisent dans le questionnaire des énoncés par rapport à la manière qu'ils sont supervisés, comment ça se passe dans leur équipe, les conditions de travail qu'ils ont, les modes de reconnaissance. Puis là, tu réalises en répondant à ça que c'est pas tout parfait là, dans ton travail, puis t'en as certaines frustrations. Par exemple, ben, je suis pas vraiment content de la manière qu'on reconnaît le fait que je fais du travail supplémentaire, bon, etc. Ouais, je fais peut-être trop de travail supplémentaire. Fait que bref, ensuite, tu vas avoir des attentes que les choses changent, que les choses changent ou qu'il y ait des améliorations. Ouais. Fait que c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que, c'est vraiment important ensuite d'aller présenter c'est quoi les résultats du sondage, vérifier, ou je dis sondage, là, mais résultats du diagnostic, vérifier avec les employés que oui, ça correspond bien à leur vision, mais après, leur montrer aussi c'est quoi exactement qui va être mis en place en lien avec le sondage. Puis ça, il faut beaucoup le répéter, parce que les gens oublient vite, dans le fond, d'où ça vient. Là. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, je vous parlais tout à l'heure qu'on changeait des horaires, bien, rappelez-vous qu'on change les horaires parce que vous nous l'avez demandé par l'entremise du processus de diagnostic. Puis là, c'est quand même assez important du côté du développement organisationnel de faire ça. Ouais. Est-ce que ça peut créer le survey fatigue que tu parlais tantôt, du fait de comme quand les attentes liées aux résultats des sondages sont comme pas comblées, à un moment donné, tu nous parles de questionnaires, mais ça sert à rien, je sais que tu vas rien faire avec. Tu sais. Exact. Ben, généralement, c'est ça. C'est exactement ça. Okay. C'est dans le fond, je réponds à des sondages, puis il ne se passe rien après. Puis c'est ça qui est frustrant pour le monde en déo après, parce que tu peux en mettre en place plein de trucs, là. Tu mets plein de ressources, tu mets plein de nouveautés, mais si tu le dis pas que c'est en lien avec les éléments de diagnostic que tu as fait, c'est très possible que tes employés ne fassent pas le lien, puis que là, la survey fatigue embarque pareil, même si tu mets plein d'efforts. Là. Fait que ça, c'était une chose. Puis il y en a un autre point, je pense, qui peut créer du tort, c'est quand on va chercher des... comment dire? C'est qu'on pose des questions sur des sujets qui sont très négatifs alors qu'on n'en a pas nécessairement besoin. J'ai déjà vu un chercheur, moi, dans le passé, qui avait décidé de poser des questions en lien avec le harcèlement dans des organisations qui n'avaient pas nécessairement de harcèlement. OK. On aurait pu... il y en a toujours là, des situations conflictuelles et compagnie, mais il n'y avait pas de problématique en tant que telle. Puis ce que ça avait fait à cette situation-là, c'est causer de l'inquiétude. Il y a des gens par la suite qui disent « Mais pourquoi vous nous posez des questions là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a réellement des problèmes? Est-ce qu'il y a des gens qui se font harceler ici? » Puis on réalisait que c'était peut-être pas nécessaire d'aller poser ces questions-là. Ça avait été fait dans une perspective un petit peu plus recherche. Puis je pense que ce qui aurait pu être tout simplement utilisé, c'est des questions sur l'environnement de travail ou le climat de travail en général. Puis s'il y en a des problématiques comme ça va ressortir, même si les questions sont formulées davantage positivement. Ensuite, si jamais on suspecte qu'il y a des problématiques plus de violence au travail, je suis pas en train de dire qu'il faut pas aller les adresser, qu'il faut pas questionner là-dessus. Il faut juste quand même pas poser des questions, je vous dirais qu'on n'a pas besoin de poser. Là. Oui, mais ça, c'est intéressant. Puis je pense que c'est d'où l'importance de bien déterminer son plan au début aussi. L'analyse des besoins. Oui, c'est ça. C'est quoi les besoins? C'est quoi les attentes? Qu'est-ce qu'on va aller mesurer? C'est quoi les résultats aussi, peut-être ou du moins la situation idéale qu'on veut atteindre, peut-être en sondant et tout ça. Fait qu'en tout cas, mais oui. Oui, puis tu sais, si aussi, je reviens sur le fait que si on pose des questions sur un sujet, les gens vont s'attendre à ce qu'on en prenne soin par la suite. Donc, c'est pour ça que je dis toujours dès le départ, si tu vas aller poser des questions, qu'est-ce que vont être tes ressources par la suite pour mettre des correctifs en place ou pour
continuer à bien performer là-dedans. Oui, c'est ça. Puis, vu qu'il y a beaucoup la montée de l'IA en ce moment et tout ça, c'est quoi la place de l'IA dans le diagnostic organisationnel? T'sais, est-ce que ça peut être... Je pense que ça peut être autant positif que négatif. Si tu l'utilises moins... Genre, comment je peux dire ça? Si tu l'utilises pas de la bonne façon, peut-être, là. Mais est-ce que ça peut être utilisé pour nous aider à analyser les données ou c'est comme quelque chose que tu recommandes pas? Ouais. Bien, il faut faire attention, c'est-à-dire que si on parle des IA génératives là, comme ChatGPT, comme professionnel, on est au courant généralement que ces IA-là s'entraînent sur nos données. Il peut y avoir des problématiques aussi de confidentialité. Donc, attention. Mais par contre, il existe toutes sortes d'IA ou de modules d'IA qui sont en vase clos, je pourrais dire. Notamment, là, c'est possible avec les IA de Microsoft qu'on peut utiliser, par exemple, en retranscription. Précédemment aussi, en lien avec les entrevues, les méthodes qualitatives, les groupes focus, ça peut être très, très lourd là, en termes de retranscription. Quand tu veux faire une analyse qualitative en bonne et due forme, ben maintenant, en termes de retranscription, quand on utilise des IA qui sont en vase clos, ça va extrêmement vite. Puis après, on a simplement quelques correctifs à faire. C'est la même chose aussi avec l'apprentissage machine, puis l'analyse qualitative. On a de plus en plus de logiciels qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Donc, ça, c'est des aspects qui sont vraiment intéressants. Puis ensuite, bien évidemment, si on utilise l'IA en soutien pour nos statistiques, si on a de la misère des fois à interpréter ou quoi que ce soit, on peut utiliser, par exemple, quand on veut aller faire nos calculs, quand on a besoin de donner des commandes, on ne connaît pas le bon code, on peut demander à l'IA de nous aider, que ce soit ChatGPT, Copilot, pas de problème. C'est plus de verser des données dans l'IA qui est encore quelque chose qui pourrait être problématique. Il faut être prudent avec ça. Oui, c'est ça. Exactement. Après, ben, il y a aussi accepter des conclusions aveuglément. Tantôt, on parlait de biais. Ben, il y en a un qui s'appelle le biais d'automatisation. C'est trop faire confiance, soit aux statistiques ou à des outils technologiques. Ben, les hallucinations sont encore possibles. Il faut être capable, il faut avoir la connaissance pour aller vérifier ce qui a été fait. Là. Mais plus ça va, c'est un outil qui est quand même vraiment intéressant. Là. OK. Ah, très cool, c'est intéressant. Puis j'avais une question, en fond. Est-ce que quand tu es à l'interne, est-ce qu'il y a des compétences à venir développer pour faire des diagnostics organisationnels? Parce que, tu sais, on parlait beaucoup de sondage, d'analyse qualitative et tout ça. Parce que dans ma tête, quand tu es en posture, exemple, de professionnel RH, que tous les professionnels RH pourraient faire des diagnostics organisationnels ou il y a des compétences à développer? Oui, ben, c'est vraiment une bonne question. Il y a à la fois des compétences humaines, parce que vous l'avez nommé, tantôt Ariane, elle a mis le doigt direct dessus, c'est-à-dire que comme dans n'importe quelle intervention, d'avoir une bonne alliance, d'être capable aussi d'aller chercher l'information, créer une confiance. Quand tu vas faire des entrevues, il faut que tu montres que tu t'intéresses là, à la personne devant toi. Tu sais, si tu as l'air de juste poser des questions comme un robot, puis next, quand même pas intéressant. Fait que oui, il y a toutes les compétences humaines. Savoir questionner. Ça, c'est quand même peut être difficile d'aller poser des questions ouvertes plutôt que des questions fermées qui se répondent par oui-non. Juste ça, c'est quelque chose qui est à aller chercher. Après, en termes de compétences, parce que si tu veux aller faire tout le processus du diagnostic, ben, il faut que tu puisses connaître les différents objets d'intérêt, les variables, là, si on parle en jargon. Ben, tu sais, c'est quoi ça l'engagement au travail? Ça se mesure comment? Tu fais quoi quand tu as un bon engagement, quand tu as des problématiques d'engagement? Fait que chaque zone que tu veux aller investiguer, ben, il y a une connaissance qu'il faut que tu ailles si tu veux être bon ou bonne. Après, ben, il y a toutes les compétences d'analyse. C'est ça qui peut freiner aussi certaines personnes, des fois, d'aller là. Parce que d'un côté, on a des statistiques qu'on a besoin d'apprendre si on fait des sondages en général. Et puis, de l'autre côté, de l'analyse qualitative pour pas juste, comme je disais tout à l'heure, tu lis des réponses puis tu choisis ce que tu veux là-dedans. Là. Fait que oui, il y a des compétences d'analyse aussi. Puis sinon, ben après, les compétences de communication. Et quand tu vas être capable de bien vulgariser, bien transmettre, aller convaincre. Fait que, bref, il y a aussi de penser, ça peut être une équipe pour faire un diagnostic. C'est pas obligé d'être juste une personne. Ah, cool. Et moi, quand j'ai commencé, j'étais plus... Tu parlais des aspects psychométriques, Ariane, tantôt. Ben, moi, je connaissais les tests. J'étais capable de les analyser. Mais c'est pas moi qui allais donner les résultats aux clients au départ.
OK. Puis après ça, ben, au fur et à mesure où j'ai commencé à voir comment ça se faisait, c'est quoi la manière de le vulgariser, ben là, j'ai commencé à le faire aussi. OK. Et ainsi de suite. Ah, cool, ça, c'est intéressant. Vraiment. Ouais. Puis, au niveau de... Parce qu'après, tu disais, il y a aussi la phase de... Après que tu as les résultats et tout ça, comment tu fais pour que ça s'inscrive dans un plan après, pour que ça soit concret, pour venir continuer à développer ces éléments-là? Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Ouais. Ben, écoute, quand tu arrives avec les résultats d'un diagnostic, que ce soit des sondages, des entrevues ou quoi que ce soit, ben, encore là, tu as des zones de force puis tu as des trucs à améliorer. Ouais. Ben, Comme d'avoir un plan d'action, mais pour la suite. On avait notre plan au début. Là, on propose, mettons, des recommandations. Des recommandations. Ouais. Fait que c'est un peu comme comment ces recommandations-là peuvent venir s'inscrire dans l'organisation, dans la culture. Tu sais, c'est de prendre en considération tous ces facteurs-là invisibles, mettons. Oui, puis c'est quand je disais tantôt, il y a la transmission d'informations. Tu sais, je peux t'écrire un rapport, je peux te l'expliquer, je peux te le présenter. Ça, c'est bien beau. Tu as des recommandations. Ouais. Mais au-delà de ça, ensuite, il faut que tu transformes ça en objectif, en gestes concrets. Puis ça, c'est une autre compétence. Ouais. Ceux qui font du développement organisationnel, ben, tu sais, comment tu fais pour réengager des employés, par exemple, qui trouvent leur job plate? Pas nécessairement évident, Ouais. ben, il y a des manières, là, après ça, que ce soit de la conciliation travail-vie personnelle, d'aller donner de nouvelles responsabilités, bon, etc. Ouais. Ben ça, dans le fond, il faut que tu transformes tes recommandations en objectifs SMART, là, pour prendre un terme qu'on connaît. Donc, tu sais, encore là, quand tu vas mettre une action en place, ben ça se voit comment, est-ce que ça se quantifie, est-ce que tu peux aller mesurer ton progrès? Puis ça, c'est ça la phase d'appropriation. Ouais. Quand tu arrives avec ton client, puis là, tu dis, bon, ben là, par exemple, on a ce problème d'engagement-là, voici les pistes, y a-tu quelque chose que toi, y a-tu une idée que tu aimerais embarquer là-dedans? Là? Qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant? Ben, je pense que ça se détermine avec le client, puis souvent aussi avec les employés qui sont impliqués. Là. Ouais, c'est Ah ça. ouais, ça, c'est C'est ça, fait que intéressant. c'est pas juste le consultant qui amène des recommandations, c'est également le client qui participe. Ouais. Je pense que c'est la meilleure manière de faire. Puis Ouais. moi, souvent, quand je m'organise avec mes clients, Ouais. je leur dis, OK, on va se rencontrer en premier, on va se donner une idée de qu'est-ce qu'on voudrait faire. Mais quand on va aller présenter ça aux employés, ben, je pense que ce serait important de leur demander, vous feriez quoi? Ce serait quoi qui vous aiderait? Puis là, on va voir si on est capable de s'entendre. Puis oui, ensuite, s'ils n'ont pas d'idée, on peut en proposer. On a fait nos devoirs avant, mais quand même, il faut que ça vienne aussi du terrain. Là. Ouais. Ben oui, tellement. Ouais. J'ai une question un peu en lien avec tout ce qu'on parle, là, parce que tu parlais des professionnels aussi, des ressources humaines et tout ça. Je suis quand même curieuse de savoir, est-ce que les professionnels des ressources humaines peuvent faire, comme on nomme, un diagnostic organisationnel, ou c'est quelque chose qui est réservé aux psychologues organisationnels et les professionnels des ressources humaines peuvent faire des sondages de mobilisation ou comme, tu sais, juste pour prendre le pouls, mais comme, tu sais, tu parlais quand même d'un processus de diagnostic organisationnel. Est-ce que c'est-tu réservé aux psychologues organisationnels ou non? Absolument pas. Non, la beauté de la chose, c'est que c'est quand même ouvert là, à n'importe quelle profession. Là. OK. Dans le fond, l'acte réservé du psychologue, c'est le diagnostic en santé mentale. Ouais, OK. c'est ça. Fait que nous, comme psychologues du travail, c'est pas des actes réservés qu'on fait. Donc, ça peut être des professionnels en management, des gens qui ont étudié en administration, des gens qui ont étudié en ressources humaines. On peut tous collaborer là, dans cet univers-là. Fait que ce qui fait une différence, parce que souvent les gens me disent « Ouais, mais ça me donne quoi d'engager, mettons, un psychologue ou un CRHA, un conseiller agréé? » Ben, c'est vraiment tout le principe du code déontologique, protection du public. Je vais utiliser des méthodes qui sont scientifiquement valables. Donc, c'est plus de ce côté-là. Parce qu'après, la compétence, tu étudies dans une école d'administration, il n'y a rien qui t'empêche d'aller apprendre à faire des analyses qualitatives, aller apprendre des trucs en psychométrie. C'est possible. OK. Fait que, c'est pour ça aussi, je pense que c'est vraiment intéressant aussi quand on a une approche multidisciplinaire pour aller faire des meilleurs diagnostics. Moi, par exemple, quand on a des problématiques autour de des règles au travail, je vais appeler mes collègues RH, là, parce que c'est pas ça ma meilleure expertise. J'ai des connaissances, mais... Puis, au contraire de tout ça, quand il y a des aspects plus psychométriques, ben, j'en ai des collègues RH qui m'appellent puis qui me disent, bon, ben, on peut-tu travailler ensemble? Là? OK, mais tu me rassures un peu. Là, pendant un instant, j'étais comme, là, c'est quoi notre valeur ajoutée en tant que psychologue? Mais... Ben, la valeur ajoutée aussi, c'est que quand on étudie en psychologie, on a une
forte formation scientifique en background. Ouais. Puis aussi, ben, dans notre parcours, c'est facile d'aller chercher ces compétences-là, plus statistiques, analyse et compagnie. Mais les compétences humaines, ben ça, c'est pas nécessairement donné à tout le monde. Il faut les travailler aussi. Ouais. Voilà. Puis toutes les compétences communicationnelles aussi, ben, c'est à nous de les développer ou non. Oui, absolument. J'avais peut-être une petite dernière question de Vas-y. clôture. Donc, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui commence à faire des diagnostics organisationnels, ça serait quoi? Oh! Ben, c'est vraiment une bonne question. Ben, je pense qu'il y a quelque chose en lien avec la curiosité puis l'humilité. C'est-à-dire que, dans le fond, il faut que tu aies envie d'aller apprendre sur les autres. Ouais. Fait que ça, et sur les organisations, évidemment. Puis le côté humilité, c'est que quand on commence, ça va être difficile de faire tout le processus par soi-même. C'est presque impossible. À la base, on disait tout à l'heure avec les billets, ben, ça prend d'autres personnes pour nous aider à vérifier nos idées, nos conclusions. Ouais. Il y a aussi, on l'a dit tout au long, il y a beaucoup de compétences qui sont en jeu, là, que ce soit ben, humaines, analytiques, communicationnelles. Fait qu'à la base, peut-être de comprendre qu'on n'y arrivera pas tout seul, fait qu'avec des personnes seniors ou en équipe. Puis aussi, ben, il y a tout l'aspect de se rendre compte qu'on va être biaisé. Là. Fait que qu'est-ce qu'on va faire pour minimiser cet effet-là? Encore là, pourquoi je vous parlais d'humilité. Oui, absolument. Mais par contre, le défi est vraiment intéressant. Puis au fur et à mesure où on avance dans ce genre de mandat-là, si je peux dire, c'est que c'est très stimulant parce que ça nous fait travailler vraiment beaucoup de nos compétences comme psychologue, comme conseiller, conseillère. Fait que voilà. J'aime beaucoup ton approche sur la multidisciplinarité. Ouais. On dit ça de même. Ouais. J'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est une belle façon de voir les choses. Oui, absolument. Ouais. Oui, puis j'aime l'aspect aussi de comme pas nécessairement se mettre toute la responsabilité du diagnostic sur les épaules, tu sais, comme justement cet aspect-là de comme aller poser des questions à un groupe, à un autre, ou de travailler en équipe justement pour arriver à un même résultat, ça je trouve ça vraiment intéressant. Oui, puis peut-être après, plus tard dans la carrière, ben on est capable de faire plus d'étapes, mais encore là, de rester seul, ça peut être dangereux avec tous les aspects de biais là, qu'on veut minimiser. Fait que reste que d'avoir des possibilités de supervision, des équipes, tout en maintenant là, les aspects de confidentialité, ça reste intéressant. Ouais. Oui. Parfait. Fait qu'on est-tu rendu aux jeux meilleurs? Oui. Ouais. Est-ce que tu connais les jeux meilleurs? Ben non. Dans le fond, les jeux meilleurs, nous, on utilise les jeux en fait pour clore nos épisodes d'une belle façon. Puis on dit beaucoup apprendre à connaître l'humain en arrière du professionnel. Puis c'est des questions d'autoréflexion pour apprendre à te connaître et tout ça. Ariane en a présélectionné 5. OK. Fait que tu peux en piger une, la lire, puis y répondre. OK. Que fais-tu quand tu as besoin d'énergie? Oh. Ben, plusieurs choses. Ça peut être autant d'aller dans le plein air, là, d'aller marcher, d'aller m'entraîner, mais aussi, ben, moi, je suis quelqu'un qui, quand même, je dirais, pas super extroverti, là, mais j'aime vraiment ça être avec mes amis, pour aller recharger mes batteries. Ouais. Donc, une bonne soirée avec des amis, ça me recharge quand même vraiment bien mes batteries. Là, Ça stimule la sérotonine, puis ça redonne... ça fait du bien. Ouais. Être avec des gens qui te connaissent, puis genre, tu peux être toi-même, ça fait du bien aussi. Les amis, puis le plein air, là, ça recharge les batteries. Absolument. Oui. Ben, merci beaucoup, Maxime. Oui. Merci à toutes les deux de m'avoir invité. C'était vraiment un bel épisode. Oui, je pense que moi j'ai appris des choses. Je pense que notre auditeur aussi va en apprendre beaucoup. Tant mieux. Oui. Si vous avez envie d'en apprendre davantage, ça fera plaisir. On mettra un lien vers ton profil dans la description d'épisode. Oui, absolument. Merci beaucoup. Bye bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. On espère qu'il vous a permis de faire de nouveaux apprentissages ou du moins d'alimenter vos réflexions. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est une bonne façon de soutenir le podcast. Pour découvrir plus de contenu des RH Podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok sous le nom de rh.podcast. Pour prolonger vos discussions, profitez d'un rabais de 15% sur les jeux de conversation meilleurs avec le code promotionnel RH. À très bientôt!